Mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir, bienvenue à 237 Story. Il est précisément 20h39 ici au Cameroun et c'est un immense plaisir de vous retrouver pour le 9e épisode de cette saison 4 de votre podcast. En ce début de mois de juillet 2026, l'atmosphère est lourde entre les bruits de couloir qui font trembler les lambris de la République, la prolifération des lieux de culte dans nos quartiers et la ferveur planétaire autour du ballon rond. Nous avons de la matière à discuter. Ce soir, autour de la table, pas de place pour les faux semblants. Nous analysons, nous disséquons et nous disons tout dans notre échange. Au menu de ce 237e numéro, j'y arrive. En politique, c'est le secret de Polichinelle qui agite tout le microcosme du Yaoundé entre alliance de l'homme, sortie médiatique savamment orchestrée et positionnement stratégique. Eh bien, la guerre de succession se joue-t-elle déjà de manière ouverte au sommet du gouvernement? Qui avance ses pions et quels sont les risques pour la stabilité du pays? On essayera de répondre dans cette édition. En société religion, elle pousse à chaque coin de rue. Parfois aux grandes dames de la tranquillité des riverains entre miracles promis, dérives financières et emprise psychologique sur les populations en quête de repères, les églises dites de réveil, est-ce qu'elles doivent simplement être encadrées ou alors fermement recadrées par l'État? Où s'arrête la liberté des cultes et où commence l'ordre public? On essaiera également de répondre à ces questions. Enfin, en sport, la planète entière vibre au rythme de la Coupe du monde de football. Alors que la compétition bat son plein, l'heure est au premier bilan pour nos représentants continentaux. Quel est le bilan à mi-parcours dans des équipes africaines dans ce mondial? Avons-nous enfin des armes pour briser le plafond de verre ou payons-nous encore le prix de nos improvisations structurelles? On va essayer en dernier ressort de répondre à ces questions, mais avant bien sûr d'arriver sur le plateau ce soir, nos différents panélistes, il y a la rigueur que vous connaissez, que ce soit celle de Chicharito, que ce soit celle de Joe, Sepiro et Olivier également qui pourront nous rejoindre pour la lecture politique. Vous connaissez déjà la voix du MRC qui est portée par Kémon sur notre plateau. Société civile ce soir, il y a Ismaël qui nous a rejoint, mais il y a également MT qui est de la partie. Il y a également Landry qui pourra nous rejoindre en fin d'émission. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, permettez-moi d'introduire par notre invité spécial aujourd'hui. Parce que vous le savez, pour ceux qui ont écouté 237 Stories depuis les toutes premières éditions, eh bien, on parlait d'abord avec NBD, NBD qui sortait du giron du Grand Prix francophilie des médias. C'est tout simplement une plateforme qui a formé plusieurs Camerounais, mais qui surtout a permis l'encadrement de ces personnes, ces journalistes culturels, moi d'ailleurs j'en fais partie, qui ont fait et qui font encore parler au Cameroun. Aujourd'hui, nous accueillons l'une des personnes, ou plutôt l'une des voix les plus assidues, mais surtout l'une des voix qui maîtrise le mieux ce que l'on parle quand on parle du GPFM, du Grand Prix francophilie des médias. Elle s'appelle Colby Medium. Elle est la communicatrice, mais surtout l'un des porte-étendards les plus fiers. Colby, bonsoir et bienvenue à cet échange. Comment tu vas? Bonsoir Christian, bonsoir aux co-panélistes. Je vais très bien. J'espère que vous aussi ça va. Ça va ici à Bon, je Yaoundé vais, je en vais tout dire cas. tout simplement que ça va, hein, ça va. À Douala, pour le moment, ça va. En France, ça va également. Au Canada, pour ceux qui sont du côté du Canada, ça va. Mais c'est ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que du côté du Yaoundé, avec le Grand Prix francophonie des médias, tout est déjà bien installé. Et déjà, avant de commencer, même, c'est quoi le Grand Prix francophonie des médias? Euh, je rappelle déjà que le Grand Prix est devenu la Coupe du Monde. Oui, C'est devenu, c'est pendant c'est qu'on joue toujours, la c'est Coupe du c'est toujours Monde de bien que tu en football, parles. C'est il justement y a pour ça la que je Coupe te du laisse Monde de parler. la presse culturelle. Culturel, exactement. Oui, il y a la Coupe du Monde de la presse culturelle qui s'apprête à ouvrir ses rideaux ici à Yaoundé. Donc, c'est un événement international créé en 2020 qui a pour but principal, qui a pour principaux buts de Mhm. célébrer la presse culturelle, de valoriser l'information culturelle parce qu'on s'est rendu compte que l'information culturelle est la moins appréciée, entre guillemets, dans les rédactions. L'information culturelle, pardon, c'est toujours celle qui est relayée au dernier plan. Je ne veux même pas dire second, mais au dernier plan. C'est l'information qu'on utilise lorsque le journal est vide et c'est où on se rappelle, ah tiens, il y a quoi en culture là?
On peut mettre ça pour combler un peu le vide ici. On n'ouvre pas de journal Mhm. télévisé avec l'information culturelle. Donc, à notre niveau, au réseau des journalistes culturels, on a dit pourquoi ne pas se mettre ensemble pour nous valoriser nous-mêmes. Si les autres ne le font pas, nos patrons de presse ne le font pas, les rédacteurs en chef, nous-mêmes, journalistes, reporters, animateurs, chroniqueurs, nous allons nous mettre en avant. Nous allons nous mettre en lumière. On a commencé avec le réseau, déjà se mettre ensemble pour mettre sur la table ce plaidoyer. Ensuite, la Coupe du monde de la presse culturelle, qui au départ était le Grand Prix francophilie des médias, c'est devenu la Coupe du monde depuis 2022 parce qu'il s'est ouvert au reste du monde. Au départ, c'était uniquement le Cameroun. Mais depuis 2022, c'est les étrangers, les pays étrangers y participent également. Donc, nous sommes là à la 7e édition en 2026. Et je peux dire que ça va. On, est, on a de bons résultats jusqu'ici depuis 2020. C'est l'événement, il est, il Assez court. devient de plus en plus attendu. Ici à Yaoundé, on ne reste plus. Oh oui, hier nous avons eu la conférence de presse de lancement dont l'événement est officiellement lancé. Nous n'avons plus que quelques jours parce qu'on débute le 13 juillet. Donc ça va très Mhm. très vite. Nous sommes prêts. Sont prêts à mettre la lumière sur la presse culturelle. J'allais oublier, ce n'est pas uniquement les journalistes culturels, pardon. Il y a également les photographes, oui, parce que les photographes culturels, ça existe, mais qui ne sont pas, leurs travaux ne sont pas suffisamment valorisés. On s'est dit juste, bon, Le après ceci, par photojournalisme, en fait. exemple, on prend des images là. Oui, oui, le photojournalisme, merci Christian. Les images, parfois même on utilise des photos, leurs images qui ne sont même pas créditées. Leur travail n'est pas pris suffisamment au sérieux. Très peu sont au courant qu'il y a des lois qui régissent la pratique du métier. Donc, c'est aussi Mhm. l'occasion, à travers la Coupe du monde de la presse culturelle, de soulever cet aspect-là, de rappeler au monde qu'il y a également ces hommes et femmes de l'appareil qui travaillent nuit et jour pour que l'information culturelle ait la portée qu'elle commence à avoir de plus en plus. D'accord. Alors, peut-être pour mettre un peu de l'eau à ton moulin, je rappelle quand même, pour l'édition à laquelle j'ai eu à participer, les deux éditions auxquelles j'ai participé, le niveau est très, très haut. Ça, ce n'est pas pour vanter seulement, mais le niveau est super haut. Alors, une autre question aussi pour toi, Colby. À cette édition, on est rendu à 10 jours, plus que 10 jours. Est-ce que tout est prêt? Là, tu nous as presque confirmé, mais on a vu lors de la conférence de presse qui s'est tenue hier du côté de Yaoundé, il y avait pas mal de monde. Il y avait Cheta Bilé. Pour ceux qui connaissent Cheta Bilé, c'est quand même l'une des plus grandes voix du journalisme féminin au Cameroun. Et il y a également Moussik le Mm. charismatique qui était là. Des acteurs culturels majeurs, si on peut le dire ainsi. Cette année, il y a quoi qui est prévu en particulier et quelle est la thématique surtout que l'on retient? Déjà, cette année, nous avons décidé de poser le regard sur la gastronomie. Plus précisément, la gastronomie traditionnelle, connexion des peuples. Donc, on s'est dit, on ne va pas juste dire gastronomie. Il faut aller un peu plus loin, il faut pousser le débat un peu plus loin. Comment est-ce que la gastronomie lie, connecte les peuples? Donc, gastronomie traditionnelle, connexion des peuples, c'est le thème de cette 7e édition après l'architecture en 2025. Donc, maintenant, oui, on est pratiquement prêt. Je ne vais pas dire que nous sommes prêts à 100%, non. Nous ne le sommes pas encore parce qu'il y a encore de nombreux détails que nous sommes en train de régler. Et Mhm. on espère que d'ici le 13, le premier jour de l'événement, tout sera OK. On est en train de travailler sur comment recevoir les étrangers, les finalistes étrangers, les invités étrangers qui seront là, y compris la présidente du jury. Nous espérons qu'elle pourra faire le déplacement depuis la France à la personne de Fatima Tarwani, journaliste franco-sénégalaise qui officie à France 24. Son arrivée, sa présence au Cameroun est, euh, je peux dire, presque confirmée. C'est un plus Donc, pour, c'est un plus, il ne c'est un manque plus plus pour les qu'à savoir. journalistes, c'est quand même pour les journalistes d'avoir, Exactement, oui, je veux dire, parce que d'avoir pendant un son talent séjour, pareil. oui, oui, pendant son séjour, s'il a réussi à venir, les journalistes présents à cette édition pourront bénéficier
de son expérience, de son expertise, pourquoi pas, parce qu'elle a quand même un CV assez lourd dans la pratique du métier. Donc, ce serait un bonus pour tout le monde, pour tous ceux qui seront là. Qu'est-ce Combien qu'est-ce de, qui est prévu combien de journalistes également? sont attendus justement? Nous avons 40 finalistes pour cette édition, uniquement en sélection journalisme et culturel. Oui, Oui. nous avons 40, avec, y compris les Camerounais. Donc, ce qui fait au total 10 pays qui sont en compétition cette année. Mais pour ce qui est des invités, nous avons des invités qui viennent d'autres pays. Donc, d'ici la semaine prochaine, d'ici le week-end prochain, on pourra confirmer qui sont les invités étrangers qui seront là. Parce que ce n'est pas la Coupe du Monde, ce n'est pas uniquement la compétition. Il y a d'autres activités en annexe et qui nécessitent la présence d'autres profils. Je vais comme ça atterrir sur le grand forum sur l'économie des médias, qui est une particularité de la Coupe du Monde et la presse culturelle. Cette année, on l'a Oui. rebaptisé. C'était d'abord le grand forum sur l'autonomisation des professionnels de la presse culturelle. Cette année, c'est le grand forum sur l'économie des médias. Donc, on a fini avec les débats. Cette année, on passe à des actions plus concrètes. On aura des investisseurs, des financiers, des patrons de presse qui vont partager les astuces pratiques. Comment est-ce qu'on devient patron de presse? Quelles sont les voies? Est-ce qu'il y a des subventions? Il y a des programmes de subventions pour mettre en place des entreprises de presse. Donc, on a fini de parler comment est-ce que un journaliste, un simple journaliste reporter peut devenir un patron de presse, ne plus attendre des salaires. Maintenant, cette année, c'est une nouvelle phase. On passe à des actions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tiens, voici une banque pour bénéficier, pour être patron. Nous sommes disposés à faire des emprunts à hauteur de tel, avec ceci, tel nombre de temps pour rembourser et tout. Nous sommes disposés à accompagner les programmes, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça la particularité du Grand Forum cette année. Là, je vais juste citer Oui. les activités, les nouvelles activités et peut-être celles à fort impact parce que pour le reste du programme, ça reste le même. Donc, les ateliers de formation, il y en aura toujours, les masterclass. Si on a la présidente réussit à venir, on aura une masterclass avec elle. Masterclass également sur la photographie avec Patience Edine qui est présidente du jury compétition photojournalisme. On aura également l'espace de mini-reporter qu'on a toujours eu depuis 3 éditions déjà. C'est un espace réservé uniquement aux enfants entre 4 et 13 ans. Pour susciter les Parce vocations. que juste que chez vous, là, voilà, vous suscitez les vocations, des enfants qui aimeraient devenir journalistes demain, ils ont dans l'occasion d'échanger avec les professionnels qui seront présents. Ils vont même avoir droit à des exercices pratiques, faire des simulations de présentation du JT, par exemple, rédaction d'articles et tout. Donc, c'est un peu ça l'essence de cette activité-là. Et cette année, on Mhm. parle de gastronomie. Donc, nous aurons une activité centrée sur le thème. En dehors du grand talk culinaire, on aura une battle des chefs. Donc, les chefs étoilés vont s'affronter samedi, Donc, le on n'a pas 18. besoin d'être journaliste pour venir et être et participer. On est chef étoilé, on Non, vient, on participe. Pas besoin d'être oui, oui, journaliste. oui. Pas du tout. Enfin, cette rubrique particulièrement, c'est pour les chefs, puisqu'on parle de gastronomie D'accord. cette année. Donc, c'est pour les chefs et voilà, il y aura cette grande battle des chefs le 18 juillet au musée. C'est intéressant et particulier parce que chaque année, on essaye d'associer des activités qui vont en étroite ligne avec le thème d'édition. Donc, cette année, nous avons Alors, donc, on parle de gastronomie, on a battle des chefs. où se situera Ça, exactement le Grand Prix cette année? Est-ce que le Grand Prix sera dans plusieurs sites ou bien c'est uniquement comme à son habitude au Musée national de Yaoundé? donc cette année, nous avons reçu, je ne sais pas si je vais le dire ici, il y a la mairie de Yaoundé qui s'est manifestée, qui a demandé à accompagner l'événement à sa manière et se dit pourquoi est-ce que c'est seulement au musée que les activités se déroulent. Donc, je pense que Oui. nous aurons nous déployé du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé, mais on n'est pas encore fixé sur les activités qui auront lieu là-bas. Mais le musée reste
le point central des activités avec le palais des congrès pour la L'activité. clôture, comme tu le sais. Et l'auditorium, cette année, nous allons quitter de l'Institut français pour l'auditorium pour avoir pour ce qui est du grand forum. Parce que jusqu'à l'année dernière, on le faisait à l'Institut français. Cette année, on va le faire à l'auditorium du ministère de la Communication, où nous étions hier d'ailleurs pour la conférence de presse. D'accord. Une avant-dernière question peut-être avant de se quitter. Est-ce qu'il y a encore des stands disponibles pour des entreprises peut-être qui aimeraient participer? Parce qu'on sait qu'il y a souvent une sorte de mini-foire qui a cours pendant le Grand Prix. Oui, on appelle ça le village de la presse culturelle. Donc, c'est l'espace qui abrite également les expositions. Oui, les stands sont encore disponibles pour tout le monde. Ici, il n'y a pas de, comment je vais dire ça, il n'y a pas de, ce n'est pas limité, Ce n'est pas que ce réservé aux soit une journalistes entreprise seulement. de presse. Non, non, que ce soit une entreprise de presse, restaurant, bref, tout le monde, vous pouvez venir exposer vos produits, vos services. C'est ouvert. Mhm. Et quel est le numéro de téléphone? Là, on va sortir par là. Un numéro de téléphone peut-être pour ceux qui seront intéressés et qui vont écouter le podcast. Plus 98, 94, 94, 72 pour ce qui est du contact organisation et pour le contact presse, 13, 47, 48, 45. Mhm. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, parce que là, on se rassure que tout le monde soit bien au fait. Contact organisation 6, 98, 94, 94, 72. Contact presse 6, 73, 37, 48, 45. Voilà qui est bien dit. Colby, j'ai envie de dire merci pour ta disponibilité, peut-être. Merci surtout pour tout ce beau bilan avant même l'événement que tu nous dresses et on espère être de la partie à partir du 13, dans exactement 10 Ouais, jours, c'est ça? oui, c'est ça. Merci à toi, Colby, Christian. merci beaucoup. Voilà, on se dit dans exactement 10 jours pour ceux qui sont intéressés pour le Grand Prix francophilie des médias. On va dire au revoir à Colby Medium. C'était la communicatrice du Grand Prix francophilie des médias qui est organisée donc depuis cette édition déjà. Mesdames et messieurs, vous êtes sur 237 Story. Vous faites bien d'être des nôtres. Vous nous écoutez sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon ou même encore tout récemment, vous êtes sur YouTube pour nous écouter. Eh bien, la plateforme, elle est la vôtre. Ce soir, on accueille donc pour le compte du débat. Il y a Ismaël qui est avec nous déjà. Il y a Kemoum qui est là. Il y a Joe. Il y a Landry. Il y a MT. Ticharito et Sipiro sans doute nous rejoindront et dès qu'ils nous auront rejoints, eh bien, mesdames et messieurs, ce sera pour continuer avec la première thématique de ce soir. Vous le connaissez sans doute depuis quelques temps au Cameroun, il y a beaucoup de tumultes au sommet de l'État. Là, on parle de politique et comme je le disais à l'entame de cette édition, ce n'est plus un secret pour personne. La ville de Yaoundé semble agitée depuis quelque temps. Des noms sortent. Il y a, lors de la dernière édition de notre podcast, on parlait encore d'une personne qui serait allée à la CIA TV avec un faux remaniement ou plutôt une fausse nomination. De quoi est-ce qu'il en retourne? C'est la question que j'ai envie de poser pardon, à Joël et à Joël Kemoun et de dire, est-ce que actuellement il y a une guerre de succession au sommet du gouvernement? Ok, bonsoir à tous et merci pour la parole donnée. Bonsoir à tous qui nous suivent ce soir. C'est une grande joie, une fois de plus, n'est-ce pas, d'intervenir dans ce podcast. Est-ce qu'il y a une guerre au sommet de l'État? Il va de soi. Quand vous avez, n'est-ce pas, un régime qui a tenu à se maintenir en mettant de côté la voix du peuple, parce qu'il faut le relever, la dernière élection présidentielle, comme déjà celle de 2018, a été très contestée et aujourd'hui, ceux qui ont pu se maintenir au pouvoir ne savent plus exactement où mettre la tête. Parce que celui qui était considéré comme le pilier, celui sans qui le régime n'existe pas, aujourd'hui se retrouve en position pas très reluisante. Il ne faut pas se le cacher. Le président de la République, Paul Biya, a déjà 92 ans, avec plus de 60 ans de la haute administration, et dit qu'il se sentirait fatigué et qu'il se pourrait qu'il ne soit pas en bonne santé. Ce n'est pas également quelque chose qu'il faut avoir
du bout des lèvres, parce qu'il va de soi que quand on a atteint son âge, on a autant travaillé, qu'on ne se sente plus très bien et que ceux qui l'ont maintenu au pouvoir, n'est-ce pas, ne se sentent pas très en sécurité. Et maintenant, sachant que si aujourd'hui il n'est plus là, celui qui sera là certainement ne va pas forcément faire avec tous les autres, alors c'est chacun qui essaye d'être celui-là qui sera l'élu pour, n'est-ce pas, contrôler les manières du pouvoir. Parce qu'il faut reconnaître une chose, quand nous avons un système comme celui-ci, où on vit des prébendes, quand nous avons un système comme celui-ci, où ce qu'on a comme entreprise est la fonction publique, parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, les barons du système, ce qu'ils ont comme héritage pour la plupart, c'est leurs enfants, n'est-ce pas, qu'ils ont mis dans les différentes institutions publiques et parapubliques et espèrent se perpétuer à travers leur progéniture. Et justement, nul n'étant sûr de ce que sera le lendemain, alors chacun, n'est-ce pas, essaye d'être en pole position pour être celui-là qui peut demain remplacer Paul Biya, pourquoi pas. Donc, dire qu'il y a une guerre au sommet de l'État, quand on a eu à neutraliser, on pourrait le dire, l'opposition avec la dernière présidentielle, quand aujourd'hui on essaie de tout faire pour que celui-là qui a une voix qui compte ne puisse plus, n'est-ce pas, avoir pignon sur lui, à savoir le président Maurice Kamto. Quand on voit tout ce qui est comme pollution aujourd'hui au sein de l'opinion avec ce qu'on dit du MRC et autres, on se rend compte que tout cela est fait à dessein pour que seuls ceux qui sont considérés comme les fidèles du président Biya continuent, n'est-ce pas, de gérer l'État. Mais il va de soi que même entre eux, on peut avoir en exemple l'histoire du Cameroun avec le président Ahidjo, qui par exemple avait laissé le président Biya au pouvoir et qui quelque temps après, 2 ans avec 84, on a eu ce qu'on a appelé le coup d'État manqué. Et justement, ceux-là se souvenant de ces histoires se disent certainement, si quelqu'un d'autre vient, il ne sera forcément pas l'ami de tous. Et justement, il fera le ménage et le ménage commencera par ce qui pourrait être gênant. Parce que la majorité étant tous des milliardaires, ils sont capables, n'est-ce pas, de mobiliser des forces obscures pour peut-être se défendre un coup d'État. Alors, pour ne pas se mettre dans cette posture, les uns et les autres, n'est-ce pas, essayer de se prémunir en prenant les devants. Donc, ce que nous avons vécu avec cette tentative de coup d'État, comme on l'appelle aujourd'hui de façon générale, avec ce qui s'est passé avec les faux décrets, soit dit-on, est une émanation, n'est-ce pas, de ces luttes de clans qu'on peut relever à la tête de l'État. Ce n'est pas évitable quand aujourd'hui on a eu les décrets qu'on a souvent dit, comme on a souvent appelé, ce que le secrétaire général des présidents de la République a souvent eu à utiliser, qui a souvent été remis en cause. Et justement, on a souvent dit que ça ne venait pas du président de la République, ça venait de son ressort, et qu'aujourd'hui, on a un faux Les hautes décret, instructions. quand on a un faux décret qui doit être lu à la CRTV, on se rend compte que vraiment, nous ne sommes plus dirigés, c'est chacun, n'est-ce pas, qui veut, avec les moyens qu'il a, pouvoir se positionner. C'est tout ce que je peux dire pour ce premier jet. Voilà, en tout cas, Joe, tu fais bien justement d'intervenir parce que là, on se pose la question et même d'ailleurs, Kemoun se posait la question à la fin. Est-ce que ce n'est pas finalement une guerre des clans? C'est-à-dire, il se pourrait que le président, une fois qu'il a tourné le dos pour se rendre du côté de l'Occident, où il y est pour un court séjour privé, si on s'en tient à ce qui est dit par la presse officielle, est-ce que ce ne serait pas un jeu de clans derrière qui essaie un peu de se bousculer pour voir un peu qui peut montrer les muscles mieux que l'autre, Joe? Bah oui, évidemment, c'est le crépuscule et comme on dit, c'est le grand soir qui s'annonce. Et tout le monde aujourd'hui, personne n'est sûr. À défaut d'avoir une alternance démocratique comme dans les autres pays, l'alternance aujourd'hui, elle se prépare à l'intérieur. Je dirais même pas du RDPC. Elle se prépare à l'intérieur du cercle proche de ceux qui dirigent aujourd'hui. Et les uns et les autres ils s'étant fréquentés pendant des années, ils savent les forces et les faiblesses des uns et des autres.
Ils savent ils savent où on peut taper l'autre. Ils ont des informations que nous n'avons pas concernant le président. Ils sont un peu dans les secrets des yeux et c'est chacun qui veut se positionner par rapport à l'autre. Du coup, cette neutralisation des différents camps ne nous livre pas, ne donne malheureusement pas ne nous laisse pas croire à un avenir meilleur pour notre pays. Et, Alors, et, justement, je veux que tu gardes Joël la tout à parole, l'heure, hein. Joël tout à l'heure Donc, parlait vas-y. il parlait tout à l'heure du coup d'État de 84. Mais je suis en train de dire que ce qu'on a vécu là, ce qu'on a vécu le mois passé, c'est déjà un coup d'État. C'est une forme de coup d'État. Il y a ce que le procès Messangani Amdi appelle souvent comment il appelait ça, le coup d'État. Comment il s'appelle? Alors, il avait un Intellectuel. mot. Oui, il avait un autre coup d'État. Il y avait un mot là pour dire. Il y avait un coup d'État toutes les façons, on a. Institutionnel, peut-être? Bah oui, oui, il y a un coup d'État qui se prépare. Et malheureusement, ça va pas peut-être être par les armes. Chacun utilise les forces et les pouvoirs qu'il a. On voit aujourd'hui que depuis le début de ce podcast, nous avons l'habitude de présenter les forces qui se tapent dessus. Mais aujourd'hui, il y a un troisième camp qui se dessine, que personne n'y attendait. Il y a un monsieur qui est en train de faire son chemin, tout doucement. Il allie un peu ce qui est l'opium du peuple. Quand il allie le football et la religion, c'est un cocktail, c'est une combinaison qui va aliéner le peuple. Et lui compte sur ça pour pouvoir pour pouvoir y aller, pour pouvoir aller vers ce pas-là. Et tout le monde le voit venir. Et c'est pour ça qu'ils se disent, mais non, on ne peut pas être là depuis des années à se regarder l'un en face de l'autre et qu'il y ait une troisième personne qui sorte. Et c'est pour ça que la nuit des grands soirs, le grand soir, ça arrive à grands pas et peut-être plus prévu qu'on ne le pensait. Donc, ça veut dire que pour toi, Dion, ce serait attendu à ce que le grand soit pour s'en tenir à tes propos. Et il serait très loin, mais en fait, il est bien plus proche que ce qui Et est prévu. On va passer là. oui, Il est bien, oui, il oui, est je déjà, t'écoute. il est déjà là. Il est déjà là. Alors, il dit qu'on serait en train de l'attendre pendant très longtemps, Mm. il serait déjà à nos portes, ce fameux grand soir-là. Mais ce soir, on va pas parler uniquement du grand soir, on va parler toujours pour rester dans ce qui concerne le sérail et de cette potentielle guerre de succession. On va passer la parole à Landry. Je vous rappelle qu'il est à l'extrême bout du Cameroun, hein, un peu comme Sepiro qui est entre deux mers ce soir. Alors, Landry, j'ai envie de comprendre aussi avec toi. On a vu une montée justement de ces deux clans. De fait, je ne sais pas s'il y a deux ou plusieurs clans, mais une montée d'un des clans qui a clairement mis un nom en avant. C'est notamment le nom de la famille du DCC, notamment Monsieur Babouki. On a vu depuis quelques jours beaucoup que ce soit aussi bien les influenceurs, que ce soit des personnalités, Samuel Eto'o même par exemple, qui sont montés au créneau pour défendre, si je peux dire comme ça, à travers leur sortie, cet homme-là, montrer comme s'il était victime de ce qui se passe actuellement. Alors, Landry, c'est justement ma prochaine question. Est-ce que on en vient à trouver un tout-puissant DCC qui serait titillé un peu par ses adversaires? Non, sans te couper, je voulais juste rajouter un petit doudou à ta question. C'est dire que c'est le Oui, oui. fonctionnement du système qui a toujours été comme ça. Chaque fois qu'on a pressenti un dauphin, on a balancé son nom à la presse et elle a été exclue. Voilà. Voilà, c'est juste ça. Alors, Landry, il faudrait peut-être ouvrir ton micro et justement, la question, elle est toute ramollie, je vais le dire comme ça par Joe. Est-ce que c'est justement l'occasion qui est donnée de tuer, entre guillemets, l'idée d'avoir un dauphin qui aurait pu être Monsieur Babouké, par exemple? Bonsoir. Bonsoir, Landry. Le Euh, micro n'était pas oui, ouvert, merci. justement. Bienvenue à 237 Story. Ah, d'accord, merci beaucoup et bonsoir à à tous les compagnonnistes de ce soir. Mhm. Merci beaucoup pour cette invitation une fois de plus. C'est vrai que vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis à l'extrême bout du Cameroun, hein, ici. Euh, la forêt, elle est, bon, je peux dire, on vit du vert. Et à la question que vous venez de me poser tout à l'heure, d'ailleurs, je vous remercie parce que votre intérêt se porte sur une question qui est très essentielle à l'heure actuelle. Il vous souvient, Christian, que tout ensemble, sur une plateforme, dans les années passées, nous avons abordé une question dont je vous avais créé le contexte, qui était déjà
planté à l'époque. Je peux vous dire qu'à l'époque, je vous parlais, puisqu'on parlait de la crise de OTS, pour ne pas la citer, et je vous faisais déjà, en implantant le décor, vous faire savoir que le contexte était tel qu'il y avait une forme de vacances au sommet de l'État. Et puis, Il faut parler dans ton micro, Landry, pour que l'on ne perde pas toutes les paroles, s'il te plaît. oui, et comme je vous disais, il y avait une sorte de vacances au niveau de l'État et ça aiguisait les appétits des uns et des autres. Euh, Autrefois, il est question de aujourd'hui, c'est justement la place du leader politique qui est questionnée. Et en ce moment, donc, il est question de ce que les uns et les autres doivent essayer de se positionner. Vous avez parlé de positionnement, effectivement, c'en est un. Mais le bémol ici, c'est que quand on parle de positionnement, euh, étant donné que la succession à la tête de l'État par la Constitution est tout un mécanisme qui encadre justement le phénomène de vacances et de succession au niveau de l'État. Mais il vous souvient que le Cameroun a toujours fait les choses de manière différente, puisque on se rappelle bien qu'à l'époque de Ahidjo, il y a eu en fait, l'avènement d'un nouveau personnage à la place au sommet de l'État. Il y a eu des aménagements qui se sont opérés de manière successive pour conduire à l'entrée de M. Dia au pouvoir. Il vous souvient qu'il y a eu des remaniements constitutionnels, il y a eu des retouches constitutionnelles qui ont, par exemple, le poste de la succession de l'État est passé du poste de vice-président au poste de premier ministre qui était M. Biya à l'époque. Et du coup, une fois M. Ahidjo mis à l'écart, la succession pouvait être dans le code constitutionnel. Mais aujourd'hui, puisqu'il était question à l'époque, il était question de faire la succession le sérail. Aujourd'hui, il est question de maintenir un certain ordre. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'y voient pas beaucoup l'intérêt d'y aller à la succession de manière constitutionnelle. C'est pour ça donc que vous pouvez voir aujourd'hui cette agitation en ce qui concerne les positionnements, les uns et les autres. Il y a une sorte de clan. J'entends beaucoup parler de ce qu'on a surnommé la guerre des clans. Je peux vous dire que si vous vous rappelez de certaines paroles que j'avais déjà dites sur un plateau télévisé, vous et moi, mon cher Christian, où je vous rappelais que cette vacance à la tête de l'État, puisqu'elle aiguise des appétits, nous allons passer à une sorte de guerre entre des clans qui vont faire en sorte que il y aura des piétinements, je pourrais le dire comme ça, qu'il y aura même des actes qui seront posés de manière à essayer de noircir un personnage ou un clan tout entier. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Il s'agit d'un avènement de ce qui a déjà été dit. Mais ceci étant, les personnes qui sont citées dans la guerre des clans aujourd'hui, il est bien vrai que, comme on dit souvent, que personne n'est blanc, personne n'est noir dans une histoire. Donc, vous pouvez bien voir que si aujourd'hui le nom d'une personne est cité, c'est que effectivement cette personne a eu les mains trempées au départ et que d'une manière ou d'une autre, ses concurrents directs ont vu son positionnement, son repositionnement, si je ne veux pas dire son démarquage. C'est pour ça qu'effectivement, vous pouvez comprendre donc, dès lors que si on cite les noms aujourd'hui, vous voyez, il y a des noms qui reviennent en boucle. Il y a des noms qui reviennent en boucle. On cite des messieurs qui travaillent, que ce soit à la présidence, que ce soit un peu partout. Il y a des clans qui sont dans le gouvernement. Et il y a une chose qu'il faut beaucoup remarquer, c'est que dans cette guerre-là, vous n'entendez pas parler de ça, il s'agit d'une guerre qui est très localisée. La volonté de passer le régime, en fait, l'intérêt ici est de conserver le régime. Et c'est pour ça qu'en voulant conserver le régime, sans te couper, Landry, sans te couper, s'il te plaît, Landry, sans te couper, qui est-ce qui voudrait conserver le régime en fait? Qui est-ce qui... Ça veut dire qu'il y aurait des gens qui sont
derrière les manigances et qui seraient donc ces différentes personnes-là. Et autre chose, hein, tu réponds avant que l'on ne passe la parole à Ismaël. Est-ce que, quelque part, tu penses que le directeur du cabinet civil de la présidence, en l'occurrence Monsieur Babouké, est-ce qu'il fait peur? Oui, il y avait un de mes confrères, pour répondre directement à votre question, il y avait un de mes copanélistes tout à l'heure qui vous faisait savoir qu'une personne a réussi à rallier la religion avec le football. C'est un indicateur sérieux parce que ici, ça va agir. Non seulement c'est d'abord un quitus de personnalité, c'est une image populaire qui est présentée aux personnes. Et vous savez que dans ce niveau d'affaires, on ne cherche pas la personne qui peut mieux faire, mais on cherche la personne qui a la meilleure image pour afficher devant les gens. Puisqu'il ne s'agit pas de bouleverser. J'aimerais vous faire comprendre une chose, mon cher Christian, c'est que ici, il n'est pas question de bouleverser le système, il est question de le maintenir, mais de chercher une personne qui fera l'unanimité, une personne qui fera un semblant d'unanimité, tout du moins une personne sur la base de laquelle on peut justifier de ce qu'il n'y aura pas suffisamment de remue. Alors, quelle est donc cette personne? Il faut Une personne dire, moi, qui va conserver les acquis de tous les camps, sans bouleverser voilà, quoi que ce une soit. personne qui va conserver les acquis, comme mon cher le dit tout à l'heure. Et vous voyez donc en ralliant, en s'associant à la chose footballistique qui concerne le peuple le plus, c'est-à-dire que qui concerne la base populaire la plus énorme, en se ralliant à la religion qui concerne encore la base populaire la plus énorme, vous voyez que la personne se positionne effectivement au niveau du sérail comme celle qui présente une image plus probante dans l'affaire de succession. Et en ce moment, on se dit, bon, euh, puisque les uns et les autres sont dans l'intérêt de conserver leur position, alors c'est une meilleure image que beaucoup d'autres. Maintenant, si vous vous demandez est-ce qu'il fait peur, oui, effectivement, il fait peur à ses concurrents, puisque je ne vois pas, puisque je peux vous garantir que jusqu'à présent, tous ceux qui sont cités prennent des multiples casseroles. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, je vois sans cesse des images des uns et des autres qui sont présentées avec des commentaires. On fait l'ostentation des richesses des uns et des autres, mais je dis une chose, c'est que mon cher Christian, il faut bien vous rendre compte, c'est que l'enjeu est très grand. C'est que le pouvoir est presque vacant. Et l'erreur serait que le pouvoir se retrouve au sol. Je vous garantis, ce serait une erreur. Alors, moi, je préfère encore qu'il y ait justement ce que nous appelons ces guerres de positionnement, tant que ça ne coule pas le sang. Ces guerres de positionnement feront en sorte que les uns et les autres nous amener à un seul bord. C'est que nous allons finir aux élections. Vous comprenez bien, nous allons finir aux élections. Tout ceci là est les uns et les autres ne vont finalement pas s'entendre. C'est la question des intérêts. Et nous savons tous que celui qui prendra, si jamais la succession se passait au sein du sérail, celui qui prendra les rênes commencera d'abord par annuler, ou bien je veux dire, commencera d'abord par euh, euh, déséquilibrer les forces vives qui ont fait face contre lui. Et puisqu'il s'agit justement des personnes qui ont un pouvoir financier très énorme. Alors vous voyez à quel niveau la bataille va se jouer. Moi, je peux vous garantir que aujourd'hui, les uns et les autres se plaignent de ce que la guerre de succession, il y a des clans qui se créent, il y a des clans qui se créent. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que vous voyez, euh, l'âge du président fait en sorte que, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça fait toujours un tabou, mais je vous garantis que j'ai beaucoup de respect et beaucoup de considération pour un monsieur qui a vécu aussi longtemps. D'ailleurs, c'est une grâce. Et un monsieur qui a vécu aussi longtemps en travaillant dur, en travaillant, gérer le Cameroun, je peux vous garantir que ce n'est pas une mince affaire. Et après avoir travaillé autant de temps, il est normal que. D'ailleurs, une chose que je voudrais vous faire savoir, c'est que euh, si vous voyez que ce monsieur n'a pas positionné quelqu'un ou n'a pas lui-même étayé la logique du dauphinat,
C'est justement parce qu'il a vu dans les intérêts et les appétits des uns et des autres autour de lui et il s'est rendu compte qu'il n'a pas de véritable successeur là-dessus. Alors, le mieux, c'est quoi? C'est d'épuiser les appétits des uns et des autres et de livrer le Cameroun aux élections purement et simplement de manière à ce que le peuple puisse faire son choix. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que peut-être que vous ne le voyez pas assez, mais il y en a des leaders de la société civile, des leaders des associations qui sont en train de se mouvoir parce que ceux qui ont eu la lecture juste, la lecture nette pour comprendre que les guerres de succession telles que vous voyez là vont se neutraliser entre elles et la seule issue qui va se présenter ici, c'est ça. Je peux d'ailleurs vous garantir une chose, c'est que vous voyez, il y a eu une révision constitutionnelle qui a conduit au poste de vice-président. Mais jusqu'aujourd'hui, vous pouvez voir qu'il n'y a pas eu de nomination directe. Le président qui a fait le choix de créer un poste de vice-président, forcément, s'il avait ressenti le besoin d'avoir un En tout vice-président, cas, on va pas se voilà. projeter dans la définition du sexe des anges pour savoir ce qui a exactement traversé l'esprit du président en ce moment-là pour qu'il ne mette pas directement un vice-président une fois le poste créé. D'autant plus que depuis octobre que les élections ont eu lieu, on n'a pas encore de remaniement ministériel tant attendu. Il y a même eu Oui, un tout petit justement, événement Christian, aujourd'hui. permettez-moi de chuter un peu sur ce point, D'accord. sur cette Il faut chuter en indication que 30 vous venez. secondes, pardon. On va passer la parole à Ismaël. D'accord, c'était justement pour vous faire savoir que il y a effectivement guerre de clans, il y a guerre de succession, tel que ça se dit. Et je peux vous dire que chaque personne dans ce combat essaye de faire prévaloir ses atouts et ses acquis. Et je peux vous garantir que la guerre de succession, elle est de nature à faire neutraliser entre elles. La seule voie qui s'ouvrira à nous, ce sera la voie des élections. Merci beaucoup pour cette parole. D'accord. Avec quelques difficultés au niveau de la qualité sonore, mais on est très content de t'avoir ce soir, là, Landry. Toujours est-il que ce soit d'un bout ou l'autre du Cameroun, une fois que vous êtes intéressé par le débat, nous sommes d'accord et nous ouvrons notre micro et notre antenne pour vous. Alors, Oui, Ismaël, d'accord. pratiquement Vous la savez même que question. Oui, Landry. oui, vous savez que je me fais toujours disponible quand il s'agit des questions d'actualité et des questions républicaines. Le micro est justement ouvert à tous les Camerounais ou pas qui sont intéressés par les échanges. Donc, à Ismaël, la prochaine question, justement, c'est une question qui est toute similaire à celle à laquelle Landry vient de répondre, parce qu'on a observé qu'il y a justement cette crainte d'une passation, si on peut dire comme ça, du pouvoir, si on ose le dire. Mais cette guerre de succession-là, entre des petites phrases, souvent c'est dans les médias, il y a des petites phrases qui sont lancées par-ci et par-là. Mais la course à l'après-Biya, ça semble être un peu accéléré. Et on n'a plus peur de donner des noms. Est-ce que, à ton avis, Ismaël, en ce moment-ci, au niveau du Cameroun, on peut se dire clairement que on a plus, on peut déjà désigner un dauphin au président de la République sans que ça ne fasse peur à personne? Alors, merci de m'avoir passé la parole. Déjà, je voudrais dire bonsoir à tous mes panélistes, également bonsoir à toi, CWK. Alors, pour entrer dans le sujet de ta question, alors, jusqu'au jour, est-ce qu'on peut se dire qu'on peut donner le nom d'un dauphin sans avoir peur? Bon, euh, pas véritablement, pas véritablement, parce que à l'heure actuelle, comme l'a analysé les autres confrères, euh, il y a énormément de batailles qui se jouent pour pouvoir se positionner. Et chaque acteur essaie d'utiliser des moyens autant que possible pour pouvoir noircir, comment je vais dire, de noircir le profit de l'autre. Parce que si on regarde ces derniers moments sur l'actualité, on a justement le DCC qui est en pâture du côté des influenceurs avec tout ce qui tourne En fait, autour. on a l'impression qu'il y a deux camps d'influenceurs. Il y a ceux qui tirent sur lui en noir et il y a ceux qui essaient de blanchir, si je peux dire comme ça, son image pour dire non, c'est quelqu'un de gentil. Mais il y a ceux qui disent, bon, il a détourné, il a volé de l'or et tout.
Il y a même des gens qui ont dit pendant un moment qu'il avait été interpellé, qu'il a suivi un petit interrogatoire au niveau du tribunal criminel spécial pour des objets de détournement de fonds. Et il y a Afrique Informe qui a très vite fait de dire aussi que non, c'était un fake news. Il y a même le journal Jeune Afrique. Bon, justement, par rapport à tout cela, tu gardes la parole, Ismaël. Est-ce que on n'est pas en train de voir simplement certaines personnes qui sont retirées de la course au Dauphinat? On aurait dit peut-être que Monsieur Babouké pouvait être le vice-président. On aurait pu dire la même chose de celui que tout le monde appelle dans les médias affectueusement l'homme à la punk. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de voir au final beaucoup de personnes qui vont commencer à être retirées l'un après l'autre? Oui, justement, c'est à ça que nous assistons malheureusement, puisque au jour d'aujourd'hui, le président de la République, aujourd'hui, très fatigué, parce que servir un pays, c'est pas assez facile, c'est vraiment pas tout facile. Et à un moment donné, pour tout politicien qui engage une carrière, à un moment donné, tout au long de son parcours, on s'est dit, bon, je n'aurai toujours pas cette haine de la jeunesse. À un moment donné, je vais m'épuiser. Alors, que faut-il faire? Peut-être ne serait-il pas nécessaire de préparer un remplaçant, de préparer un successeur à qui je vais confier, du moins est-ce qu'il va m'accompagner à la tâche de pouvoir prendre la relève. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça laisse aujourd'hui place à tout ce que nous pouvons observer sur les réseaux La sociaux, spéculation. la spéculation, effectivement, et ces batailles entre ces différents clans. Alors, maintenant, je suis un frère dit, voilà, que le président n'a pas voulu se positionner parce que l'objectif, c'est pouvoir peut-être céder place aux prochaines élections. Moi, j'ai envie de poser une question. Si l'objectif était de céder aux prochaines élections, compte tenu de son âge, pourquoi n'avoir donc pas profité pour prendre en tant que... Parce que aujourd'hui, quand on regarde son âge, c'est un grand-père qui est fatigué, qui a travaillé longtemps et diriger un pays, comme l'a dit, Kemoun disait arrière-grand-père tout à l'heure. Bien sûr, un arrière-grand-père, pour certaines générations, un arrière-grand-père. Pourquoi n'avoir pas anticipé pour dire, bon, puisque durant tout mon parcours politique, durant tout mon exercice en fonction, j'ai peut-être, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître que ces clans aujourd'hui sont en effet sa résultante. Parce que ce sont des personnes qui ont travaillé à ses côtés, qui ont, comme on dit souvent, il a nourri des petits loups sans savoir qu'aujourd'hui, il sera en train de vouloir chasser sa position. Comme disait quelqu'un, ce sont ses créatures. Ce sont ces créatures, effectivement. Merci pour le mot. Donc, voilà, aujourd'hui, il se retrouve coincé parce qu'il a longtemps nourri autour de lui des personnes aujourd'hui qui se transforment en loups. Moi, j'aurais pensé que pour son âge, il aurait été plus sage, hein, pour sa part, des précédentes élections, de dire, bon, voilà, il est temps, puisque c'est difficile pour moi de pouvoir me positionner compte tenu, quand je regarde, je n'ai pas de profil autour de moi, autant mieux me retirer et laisser librement les autres partis politiques se présenter, du moins quiconque estime vouloir se présenter au présidentiel, et le peuple devait faire son choix. Donc voilà un peu ce que moi je pense. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un, je ne sais pas, je peux dire un cercle. Et voilà, ça donne des sueurs froides au dos parce que chacun dans son coin se dit, est-ce que cela va se faire sans problème, de manière douce? Parce qu'il y a des interrogations qui se posent. Et surtout quand on l'a dit Landry tout à l'heure, il faut le souligner, chaque clan est lourdement financièrement assis. Donc voilà, ce n'est pas les moyens qui manquent pour débloquer toute la situation. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un climat de peur. Et tout ce que nous souhaitons, hein, c'est que vraiment cette transition se fasse vraiment dans la paix, dans le calme. Nous espérons vraiment que le très haut ne nous abandonnera pas parce que en l'état actuel des choses, que vraiment tout cela se passe dans le calme et qu'on arrive à trouver un profil qui arrive à réunir les Camerounais.
parce que c'est aussi là qu'il faut le souligner un petit Ça va être très compliqué parce que même le président de la République actuelle ne fait pas l'unanimité. Et peu. merci pour la passe décisive que tu me fais justement pour donner la parole à Kemoun. Kemoun, on a vu à Dubaï récemment, je crois que ça fait 2 jours, il y a la fille justement de l'Oswald Baboké, le DCC, qui a été agressée physiquement par certains Camerounais de la diaspora, qui lui reprochaient le fait, disait-il, elle serait parmi les personnes qui dilapident les trésors, surtout orifères du Cameroun. L'or du Cameroun serait dilapidé par son père et elle serait parmi les gens qui aident à écouler cet or-là, notamment dans le Moyen-Orient. Est-ce que quelque part, ce n'est pas trop fait quand on laisse le papa pour s'attaquer à son enfant? Bon, dans le meilleur des mondes, on souhaiterait que ça n'arrive pas, mais la vérité est qu'on ne pourra pas faire autrement. On va trouver le moyen qu'il faut, n'est-ce pas, pour s'en prendre, pour espérer avoir justice. Et surtout, il faudrait que ceux-là qui aujourd'hui pensent être les tout-puissants, ceux-là aujourd'hui qui pensent avoir le pouvoir et qui pensent être en sécurité également, devraient se rendre compte que ils ne se rendent pas service à eux-mêmes, mais ils ne rendent pas service également à leur progéniture. Parce que la vérité est que, comme la plupart des barons que le monde a connus, que ce soit les Mobutu et autres, leur progéniture, n'est-ce pas, n'ont pas toujours eu une vie tranquille après qu'ils soient morts. Beaucoup même, n'est-ce pas, auraient voulu ne jamais porter leur nom. Beaucoup, n'est-ce pas, ont même changé de patronyme après que leur père ait perdu le pouvoir. Aujourd'hui, on a les histoires avec les Bokassaou, c'est leurs enfants et autres, n'est-ce pas, sont, on pourrait dire, à côté de l'histoire, ils ne voudraient même pas être identifiés à ce qu'aurait été leur papa. Donc, ceux qui nous dirigent aujourd'hui devraient avoir à se remémorer ce que le passé, n'est-ce pas, de ces autres-là ont été. Qu'on dise que ça a été un peu trop, pour moi, je ne dirais pas ainsi. Je dirais qu'il faudrait que les uns et les autres soient conséquents. Parce que quand certains vivent l'extrême pauvreté et qu'on assimile à d'autres des richesses insolentes qui n'ont pas de nom, qui puissent pavaner et narguer les autres dans des voitures hors de prix, et pourtant ne sont que des fonctionnaires, il va de soi que cela n'arrangera pas tout le monde et quand l'occasion se présentera, le moment venu pour que cette façon que les uns et les autres, n'est-ce pas, règlent leur compte, ils n'hésiteront pas. Donc, c'est ce que je peux dire. On pourrait penser que c'est trop, mais en fait, ce n'est pas trop parce que eux qui se disent chrétiens, croyants, devraient savoir que même dans la Bible, on dit que tu paieras jusqu'à la 4e génération si tu as fait du mal aux autres. Donc, si c'est des biens mal acquis et qu'aujourd'hui ils se sentent tout puissants, bon, il faudra qu'ils se ressaisissent et se disent que le pouvoir tout puissant qu'ils peuvent avoir au Cameroun, à se protéger par les forces de l'ordre et tout ce qui va avec, peut ne pas être ce qu'il y aura à l'extérieur et que, où qu'ils se trouvent, ils pourront être inquiétés les uns des autres. Donc, pour moi, il faudrait que les Camerounais se ressaisissent de quel bord qu'ils soient et qu'ils se disent que si nous ne pouvons pas vivre tous ensemble, alors personne ne vivra en sécurité, quels que soient les moyens qu'il aura. Et pour ça, il faudrait que le vivre ensemble, n'est-ce pas, soit quelque chose que nous ayons à cœur et que nous sachions que construire ce vivre ensemble va de la distribution équitable de tout ce qu'on peut avoir comme bien. Parce qu'il est incompréhensible que vous pouvez avoir toutes les richesses du monde de façon aussi insolente et surtout très mal acquise, pendant qu'à côté de vous, n'est-ce pas, il y en a qui croupissent dans la misère la plus abjecte, où des gens aujourd'hui, vous marchez dans la rue, la mendicité est devenue quelque chose qui ne gêne presque plus personne. Vous voyez une maman qui est là assise au bord de la route avec des bébés qui pleurent parce qu'elle ne peut pas s'en prendre soin et vous vivez ça au quotidien chez nous. Vraiment, c'est des situations qui, pour moi, gênent et qu'à côté, on puisse avoir des gens comme cela. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ça et qu'il faudrait que nous soyons conséquents. Et d'accord. Voilà qui est bien dit. Joe, aussi, la question tout naturellement pour toi, et peut-être ce sera la dernière question sur cette
thématique quand même assez musclée sur laquelle je sais qu'on reviendra. Je suis sûr qu'on reviendra sur cette thématique-là. Est-ce qu'actuellement au Cameroun, il y a des noms qu'on peut donner comme légitimes vice-présidents? Bah, je dirais aujourd'hui, tous les noms qui ont été, qui ont fuité dans la presse, il y en a qui sont légitimes, et il y en a qui le sont un peu moins. Mais toujours Bon, est-il tu que sais, tu peux nous souffler quelques noms, hein, tu peux nous souffler quelques noms ici à 237. On est sûr qu'on ne va pas dire aux gens. Ils vont écouter, mais on ne les dira pas. bah oui, après, non, je dis, il faut pas être dans, on n'est pas dans il faut pas sortir de Polytech pour s'imaginer des noms. On a un moment parlé de Franck Biya qui aurait pu être celui de stabilisateur qui permettrait à tout le monde de garder ses positions. Mais je me dis qu'il n'y a pas ce stabilisateur-là tant que, on peut pas garder un équilibre tant que celui qui maintient l'équilibre n'est pas là. Parce que ce serait chercher le mouton à cinq pattes. Tous, ils vont se regarder en chien de faïence pendant une première année et après, ils vont se neutraliser. La preuve aujourd'hui, dès qu'un nom, ils font tout pour faire fuiter les noms pour faire fuiter les noms dans la presse. Tout à l'heure, on parlait de Jeune Afrique qui a sorti les noms. Mais voilà, qui finançait Jeune Afrique avant? Ça venait de la DCC. C'est la DCC qui commande souvent des articles à Jeune Afrique. Et aujourd'hui, Jeune Afrique qui sort un article sur le DCC adjoint, qui sera entendu, voilà, il va se poser des questions. Maintenant, chacun utilise les moyens qu'il a aujourd'hui. Tout à l'heure, on se posait la question, est-ce que c'est légitime d'aller s'attaquer à la fille? Non, mais tous les coups sont permis aujourd'hui. On se rend compte que tous, ils sont dans la crainte. Ils utilisent tous les coups à tous les niveaux. À un moment donné, on a vu des lanceurs d'alerte qui étaient dans deux camps, qui sortaient toutefois des bonnes informations et des informations vraies sur les autres camps. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un troisième larron qui est parti, il s'est constitué avec le football, un footballeur assez connu. D'un côté, avec l'Église, l'opium du peuple, d'un côté, et maintenant qui arrive à avoir des influenceurs ou bien des créateurs de contenu qui les arrive à voir dans son giron. Et cette personne-là, comme disait Landry tout à l'heure, se prépare dans l'optique des élections. Parce que lui s'est dit, si ça se passe pas le poste de vice-président, il faudrait que je prépare, j'ai le peuple avec moi. Et comment on fait pour avoir le peuple? Je prends le football, je prends la religion qui sont des facteurs d'aliénation et je me prépare pour les élections. Assez compliqué quand même, hein. C'est pas facile de gouverner le Cameroun, on va dire ça comme ça. On va passer à la deuxième thématique hein, avec votre autorisation, messieurs et dames, parce que on le rappelle ce soir encore, nos différents invités ils sont tous là. Il y a une dame parmi, c'est notamment MT, c'est la toute première qui va prendre la parole pour la deuxième thématique que je m'en vais introduire donc et on parlait de ces maisons qui poussent à chaque coin de rue, parfois aux grandes dames de la tranquillité des riverains que ce soit comme des entreprises financières ou encore l'emprise, surtout je voudrais dire psychologique qu'il y a sur des populations, les églises dites de réveil, est-ce qu'elles doivent être simplement donc encadrées ou bien elles doivent être fermées? Non, encadrées ou recadrées. Voilà, c'est exactement les termes que j'ai utilisés au départ. Donc, est-ce qu'elles doivent être encadrées ou est-ce simplement être recadrées par l'État? Et je m'en vais dire pourquoi le prétexte qui est tout donné pour ce sujet ce soir. Il y a quelques jours encore du côté du Yaoundé 4 à Koldongo exactement, il y a une jeune fille d'une dizaine d'années qui a été euh, sauvagement euh, euh, poignardée. Il n'y a pas un autre mot pour le dire, déchiquetée avec un couteau par une autre jeune dame qui se dit être possédée par un esprit, qui dit qu'elle a été envoyée par l'Esprit Saint, par l'Esprit et surtout par certains pasteurs et certains anciens d'église pour faire cette besogne parce que, dit-elle, en le faisant, elle acquérera certain argent, une certaine stabilité. Ce qui n'a pas été le cas parce que c'est indirect qu'elle est instable mentalement. Et c'est justement ce qui a incité, si on va dire comme ça, la deuxième thématique de ce soir. On parle donc de société. Je vais passer la parole à MT. Pas qu'elle soit témoin, mais je pense que ce n'est pas très loin de chez toi, MT, ce qui s'est passé du côté d'Anguissa, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Je rappelle, Anguissa et Kolndongo, c'est la limite pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Alors,
On a tous appris cette information-là de la petite fille qui a été mortellement assassinée par une personne qui dit être dans une église de réveil. Quelle a été ta première lecture, toi, en tant que maman, toi, en tant que femme, quand tu as suivi l'histoire? Bonsoir à tous. J'espère que Bonsoir, vous allez MT. bien. Merci, Christian, de me passer la parole. Euh, Concernant l'histoire de la petite qui a été sauvagement assassinée, j'ai appris la nouvelle comme un cauchemar. C'est, bon, d'après les informations, c'est juste le domicile qui est à côté du casque Kolongo. Donc, je passais Mhm. souvent par là, je passais souvent des enfants qui jouaient en route et tout ça. Et donc, quand j'ai vu les personnes dans la vidéo, et c'était comme un cauchemar. En fait, je n'arrivais pas à réaliser que ça se soit passé à cet endroit-là et que c'était réel. Donc, voilà, je suis encore sous le choc quand je revisionne les vidéos des médias et tout. Donc, Alors, loin des vidéos, il y a aussi parce qu'il faut bien que l'on se passe des émotions, mais que l'on revienne à la raison à un certain moment. Est-ce que en ce moment-là où ce drame-là s'est passé, est-ce qu'on doit se plaindre de l'Église ou bien plutôt des églises de réveil qui jouent aussi un rôle psychologique majeur sur les populations? Parce que cette jeune fille, semble-t-il, aurait été manipulée quelque part par son pasteur et les dirigeants de son église. Est-ce que l'Église a sa part à voir dans ce qui s'est passé? euh, pour ma part, c'est vrai, je trouve que l'Église a sa part à jouer, hein. Mais déjà l'être humain d'abord, proprement, parce que l'être humain est doté de raison. Et si cette raison-là est altérée, peut-être par un problème psychiatrique ou psychologique, c'est à son entourage de chercher à l'interner ou à le faire soigner. Donc l'Église a sa part de responsabilité, tout comme l'être humain. Et voilà. Alors, quand on parle justement de l'Église, sa responsabilité et tout, là, tu vas garder la parole avant que je la passe à, à Landry, pardon. Justement, on se pose la question, est-ce que justement, entre toutes ces différentes églises de réveil-là, est-ce qu'on devrait les fermer tout simplement? Ou bien il devrait avoir une sortie musclée de l'État? Là, vraiment, c'est ton avis, hein? Oui, bon, pour mon avis, je crois qu'il devrait avoir une sortie musclée de l'État. Je vais utiliser tes termes. Parce que les fermer, ce serait un peu trop brutal et un peu, comment dire, une- un, comment dire, ce serait extrême de les Est-ce- fermer, sachant que Mhm. parmi ces églises, il y a de vrais pasteurs, de bons pasteurs et d'autres faux pasteurs. Donc, je crois qu'une sortie musclée de l'État permettrait, par exemple, de réglementer la durée de culte, les pratiques autorisées pendant le culte, ce genre de trucs. Voilà qui est dit. Merci à toi pour cette prise de parole, MT. Je vais te passer la parole, Landry, et j'espère que cette fois tu vas parler au micro et qu'on va pouvoir s'entendre. Landry, Oui, est-ce oui, que oui, tu Christian, penses je suis que bien au justement, micro. voilà, est-ce que tu penses que justement là où s'arrête la liberté de culte, on devrait commencer à parler d'ordre public? Allô? Oui, et Landry, je dis, est-ce que tu penses qu'on devrait parler plutôt d'ordre public parce qu'on a beau parler de la liberté de culte et de la loi de 90 qui donne un peu trop de liberté pour les associations, notamment l'association et le droit de liberté de culte. Est-ce qu'on devrait faire régner un peu plus l'ordre public au Cameroun? Bien, Christian, merci encore, merci pour cette question. Mais généralement, vous savez, je suis toujours
Landry, on t'écoute, on t'écoute. J'ai bien de parler parce que pour moi, généralement, Roger, parce que l'association ne devrait pas conduire à des barbaries de manière à ce qu'une personne porte violence sur une autre. Est-ce que tu peux parler un peu fort, Landry, pour que l'on puisse bien t'écouter, s'il te plaît? Oui, je vous dis déjà, mort d'homme, c'est une situation extrême qui a été atteinte. Et c'est bon, ici, puisqu'il s'agit d'une question d'église, vous comprendrez avec moi que c'est une question d'une sensibilité extrême parce que On a beaucoup de peine pour t'avoir, Landry, sûrement elle quelques touche soucis avec la foi la chrétienne, connexion. considération essentielle pour la cohésion. Là, on t'écoute maintenant mieux. D'accord, d'accord. Comme je vous disais, la question, elle est suffisamment essentielle pour que lorsqu'il y a mort d'homme, on s'interroge sur les orientations qu'il faut prendre. Et effectivement, puisque nous parlons d'église, l'église sur le plan juridique est d'abord vue comme une association. Hein. Rien de vraiment mystérieux. C'est vu comme une association et puisque c'est une association de droit commun, il y a des principes de droit qui encadrent les associations, notamment dans les manœuvres, les pratiques, même, et d'ailleurs même, que, puisque la Constitution camerounaise consacre la liberté de culte, alors la question de la pratique du culte est suffisamment bien encadrée. Je vous ferai l'économie des codes et des textes qui encadrent la question des associations au Cameroun, mais cela est-il dit que, puisque nous parlons ici d'un regroupement populaire, d'ailleurs, il faut une autorisation du MINAC pour qu'une église s'installe. Il faut des autorisations encore pour qu'une église fonctionne, les heures de fonctionnement, le mode de fonctionnement. Généralement, puisque vous avez évoqué tout à l'heure une question de trouble à l'ordre public, ce qui concerne les églises qui font du tapage nocturne, effectivement, c'est la question de droit répond, la règle de droit répond efficacement à la problématique. Puisque un prélat, nous avons des ouailles, c'est une autre forme de relation qui, elle, par contre, n'est pas suffisamment encadrée, justement dans le sens pasteur fidèle. Vous comprenez un peu. Elle est simplement encadrée dans le sens personne à personne, mais le pasteur qui se permet de manipuler psychologiquement euh, euh, son noyau, est-ce que cette question est suffisamment évoquée dans un texte de droit? J'en doute pas. Bon, maintenant, certainement qu'il y a des codes qui encadrent la manipulation psychologique d'une autre manière. Mais ceci dit que le droit devrait entrer dans les églises. Le droit devrait entrer à l'église de manière à ce que lorsqu'il y a un méfait d'une telle envergure, qu'on puisse mettre chacun face à ses responsabilités. C'est pour ça que nous rêvons d'une société parfaite. C'est pour ça que nous menons tout ce combat. Nous ne pouvons pas faire que dans les rues, dans les marchés, sur les places publiques, sur les scènes politiques, nous menons des combats pour essayer d'assainir la scène camerounaise et que dans les chapelles, il se produit ce genre d'abus, c'est inconcevable. C'est pour ça que lorsque nous appelons le droit à interpeller les hommes politiques, ceux qui sont des prévaricateurs de la fonction publique, lorsque nous appelons le droit à interpeller les personnes qui commettent des méfaits euh, sur la scène publique, nous devons aussi convoquer le droit pour interpeller ces personnes qui dirigent dans les églises. Ce n'est pas un fait nouveau aujourd'hui. On a longtemps entendu des prêtres qui ont violé leurs fidèles, des jeunes filles, des cas de pédophilie dans les églises, des pasteurs qui violent les élèves, qui violent les enfants. C'est connu, c'est un fait vieux. Aujourd'hui, je crois qu'on a atteint un autre niveau où on peut commanditer l'assassinat d'une personne par simple pure manipulation d'une autre. Et encore, je dis même une chose, c'est que le fait est tellement grave, Chrétien, parce que
Vous, vous ne m'en voudrez pas de prendre mes émotions, de les mettre un peu de côté lorsque je vais vous expliquer ce cas précis. Parce que lorsque il y a assassinat, c'est une question qui interpelle les autorités. Généralement, lorsque les responsabilités sont établies, alors chacun doit assumer ses responsabilités. C'est aussi simple que ça. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut essayer de renverser la chose pour faire croire que puisqu'il s'agit d'une manipulation psychologique, puisque apparemment celle qui aurait posé des actes prétend avoir été victime d'un esprit qui... Alors, qui iront-nous condamner dans ce cas de figure? L'esprit qui a possédé, le supposé esprit qui a possédé la fille pour aller poser là, la fille qui allait poser là, ou alors le pasteur qui est le garant, qui est, je dirais, le berger, comme on les appelle souvent, le garant spirituel de tous ces fidèles. Qui allons-nous interpeller? Alors, je pense donc que sur ce fait-là, nous pouvons être en face d'un vide juridique qui interpelle maintenant la question de droit. Moi, je dis une chose, c'est que ce pays, nous en avons vécu ces derniers temps. Il y a de cela quelques semaines encore avec vous, toujours sur un podcast où on abordait la question des jeunes enfants disparus, des jeunes enfants violés, des jeunes enfants fait ceci. Où est la justice de ce pays lorsque ce genre d'acte se produit? Pourquoi est-ce que la justice de ce pays prend autant de temps pour se mouvoir? Pourquoi il n'existe pas la justice entre deux personnes? Cette justice, pourquoi est-ce qu'elle ne se mêle pas des relations entre deux personnes? Pourquoi attendre que les gens, il y ait eu un fait et que les gens se déplacent pour se rendre dans un tribunal? Pourquoi est-ce que les magistrats ne sortent pas de leur bureau pour venir se mêler de ces cas, de ces cas-là qui sont directement, euh, qui se produisent directement sur la scène sociale à Mondiovision au sud de tous. À toutes ces questions-là, justement, on interroge le climat social au Cameroun. Lorsqu'on a interrogé le climat social au Cameroun, on pouvait comprendre qu'il est tellement visé, tellement rompu, au point où si on en arrive au niveau où une personne, parce que je tiens à exercer, peut-être que je ne vais pas avoir été possédé par un esprit, je ne crois pas que un esprit puisse ordonner à une personne blanche. On a beaucoup de peine pour suivre la fin de ton propos, Landry. Juste le temps de passer la parole peut-être à quelqu'un d'autre et on va te revenir, Landry. Alors, Ismaël, pratiquement une autre question qui est toute différente, somme toute, qui parle toujours de la même thématique. Alors, est-ce qu'on serait en passe actuellement face à une quête spirituelle ou plutôt face à une exploitation cynique de la misère des Camerounais? Est-ce que les pasteurs ne profitent pas de leur situation de maîtres psychologiques de certaines de leurs ouailles, pour parler comme Landry, pour pouvoir asseoir leur domination et faire un peu, excusez-moi de l'expression, faire un peu du n'importe quoi? Alors, merci pour la question, William. Justement, il est clair que avec la prolifération de ces différents charlatans que nous observons, qui exploitent malheureusement comment je vais dire, la situation assez pénible des Camerounais, qui, au jour d'aujourd'hui, certains ont tendance à... Vous savez, quand vous traversez des moments difficiles et que vous avez tellement de problèmes, alors où est-ce que vous allez? Vous, parfois, vous vous réfugiez du côté de l'église pour pensant pouvoir trouver du réconfort, pouvoir poser vos problèmes, vos peines, pensant que voilà, peut-être le Seigneur apportera une solution. Malheureusement, nous avons dans ces charlatans qui profitent de cette situation pour, je vais dire, euh, appauvrir ou alors manipuler ces différents fidèles.
manipuler ces différents fidèles et ça ne peut que donner le résultat que nous avons là actuellement. Maintenant, par rapport à ce qui concerne la situation des églises de réveil au Cameroun, vraiment, moi j'ai envie de dire là clairement, hein, suivant ma pensée, vraiment, l'État devrait faire une chasse à l'homme par rapport à ces églises dites de réveil. Parce que nous ne sommes pas, peut-être aujourd'hui, nous avons le cas d'une jeune fille qui a perdu la vie. Malheureusement, ce n'est pas le seul cas, comme l'a remonté Landry. Nous avons plusieurs cas similaires. Il y a quelques temps, même du côté de Douala, je suivais une descente de gendarmerie, si je ne me trompe pas bien, du côté de Elf, qui ont découvert une cage de Ouais, toujours de c'était Andokoti. C'était Andokoti où ils ont Andokoti, découvert voilà. une chambre de passe des chambres de passe dans une église. Voilà, avec plein de tickets préservatifs au sol, on se poserait bien la question, mais comment un homme de Dieu, que fait-il avec ça? Et ce sont les instruments de prière, vraiment, point d'interrogation. Donc, voilà, Non, on a su d'une chose. Ce n'était pas l'huile voilà, d'onction qui était dans les paquets de préservatifs. voilà. Là, ça Donc, m'arrache un peu donc l'esprit, c'est mais là, c'était pas très drôle en fait. voilà. Donc, c'est là un peu, c'est comme ça quelques faits hein, par rapport à tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Et Landry a posé une question là tout à l'heure très intéressante. Où est passée la justice? Malheureusement, comme toujours, elle est absente. Nous avons une justice qui ne fera une sortie musclée que, voilà, si c'est une histoire d'un opposant à faire X ou Y, quand il s'agit d'être là, présent au reconfort pour les faits sociaux, malheureusement, cette justice n'est pas là. Elle s'efface carrément. Parce que sinon, on n'en est pas à un cas. Nous vivons des cas récurrents hein, qui ont été remontés, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne les églises dites de réveil, qui continuent à causer du tort et à apporter des malheurs. Malheureusement, j'ai salué l'initiative du MINAT lorsqu'il a, au début de sa fonction, je ne sais pas si tu te rappelles, William, il avait lancé une chasse à l'homme par rapport à ces églises dites de réveil. Mais on connaît le Exactement, Cameroun. nous en parlerons. Voilà, on connaît le Cameroun, beaucoup ont fait des remue-ménages, c'était tout un bruit, certains n'ont pas vu, n'ont pas compris l'esprit que le MINAT voulait apporter par rapport à ça, parce que ces églises causent énormément de tort, de mal dans les familles. Elles divisent même des familles, elles séparent des couples, hein? Elles détruisent la vie de plusieurs personnes. Vous voyez, donc vraiment, il est temps que l'État vraiment se ressaisissent et remettent en place un dispositif très strict pour traquer ces charlatans qui continuent à polluer notre atmosphère, qui continuent à contribuer à détruire notre société. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, alors je vais passer la parole directement à Kemoum à ce sujet parce que décidément ce soir, Ismaël lui me fait seulement les passes décisives. Donc il faudrait que l'on transforme cela en de très beaux buts. Kemoum, justement, il y a quelques mois, il y a une sortie musclée d'Atangandi qui disait clairement que les églises allaient être fermées et que toutes ces ne devaient exister encore sur le territoire camerounais que des églises qui ont reçu le quitus de la présidence de la République, notamment le décret. Parce qu'il faut le rappeler pour ceux qui ne le savent pas, pour qu'une église fonctionne et soit établie au Cameroun, il faut un décret présidentiel. Et ça semble n'avoir pas été le cas pour beaucoup d'autres églises actuellement qui sont sur notre territoire. D'où la grande question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que subitement, cette initiative, entre guillemets, qui aurait pu être saluée par beaucoup de monde du ministère de l'administration territoriale, est finalement devenue quelque chose de caduc? Nous vivons avec un système qui procède par effet d'annonce. Ça voudrait dire, quand il y a un drame qui survient,
pour donner l'impression d'être intéressé par la vie des Camerounais, on fait une annonce pompeuse et en fait, il n'est pas une intention vraie à l'intérieur de tout ça. Je dirais ça pour dire que ce régime est celui qui a permis, n'est-ce pas, que tout cela arrive. Parce qu'il faut dire une chose, la liberté de culte n'est pas une invention du Cameroun, mais partout ailleurs, cette liberté, n'est-ce pas, est encadrée par des règles qui soient très strictes et surtout bien appliquées. Au Cameroun, on vous dit bien entendu que les règles actuellement font font de telle sorte que quand vous devez vous instituer, ouvrir votre église, il faudrait, n'est-ce pas, que vous ayez une autorisation. Mais en même temps, on vous dit quand même qu'il y en a qui fonctionnent sans avoir d'autorisation sur le territoire national. Et quand on vous dit un bon matin qu'on devra fermer tous ceux-là qui n'ont pas cette autorisation-là, comment est-ce qu'on a d'abord permis à ce que ce soit fait? Et justement, c'est cette tolérance administrative, souvent alléguée pour justifier l'opprobre, n'importe quoi, qui fait en sorte qu'on en arrive là. L'Église sert aujourd'hui de cache-sexe. Quand les populations sont dans la misère la plus abjecte, bien entendu, ils peuvent se consoler que ce soit la volonté de Dieu. Et ça permet également, n'est-ce pas, aux barons du régime de pouvoir s'engraisser et de justifier, n'est-ce pas, cela par la volonté de Dieu qui voudrait que les gens ne se plaignent pas du fait qu'ils soient pauvres parce que c'est Dieu qui veut qu'il en soit ainsi. On se console par la religion, on se console par le football et pendant ce temps, ils peuvent rouler carrosse pendant que le peuple, n'est-ce pas, vit dans les prières. Donc cela est un fait de société voulu par le régime en place. Plus on est pauvre, plus, n'est-ce pas, on consacre du temps à espérer des miracles pour sortir de sa pauvreté. Et plus on est pauvre, moins, n'est-ce pas, on va avoir à aspirer à un mieux-être. Et la religion, justement, concourt à cette façon d'être, à cette façon de faire. Voilà pourquoi cette religion est promue et n'est pas encadrée, n'est même pas recadrée. Parce que, voyez-vous, ce qu'on dénonce aujourd'hui n'est pas un fait nouveau. C'est devenu, bien au contraire, banal. Quand on parle des pratiques qu'on vit dans ces maisons, si ce n'est pas des maisons closes où on fait semblant d'adorer Dieu en journée et la nuit, ça devient des bordels, quand ce n'est pas ça, c'est des familles qui sont détruites par le fait qu'on va manipuler la femme qui va un bon matin emporter tout le revenu de son mari pour venir donner à l'église. Et une fois que tu vas te lever contre ça, tu vas devenir sorcier chez toi et tu vas devoir soit t'aligner, soit ta famille, n'est-ce pas, va voler aux éclats. Et ça n'a interpellé aucunement nos autorités. Et aujourd'hui, on a des meurtres. Il a même été allégué que celui qui est allé à la CHV déposer était un croyant qui disait avoir reçu, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, cette façon de faire pour pouvoir se faire un décret. Bref, il y a un mélange total avec ce qu'on appelle aujourd'hui religion chez nous, qui ne sert pas à grand-chose pendant qu'il faut travailler, les gens sont dans les prières, les gens sont dans l'espérance des miracles qui doivent se produire. À mon sens, tout ça, n'est-ce pas, devrait être revu. Si ce n'est pas interdit complètement, il faut trouver vraiment comment recadrer complètement ces choses-là. Parce que de plus en plus, vous allez voir quelqu'un qui n'a même pas pu avoir un baccalauréat. Il va justifier le fait que non, pour avoir le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin Il a reçu la mission divine. divine, justement. Et un tel personnage va, contre toute logique, n'est-ce pas, faire gober tout et n'importe quoi aux gens et arriver à des scènes comme ce que nous avons vécu là. Bien entendu, c'est désolant, mais bon. Il faudra encore, n'est-ce pas, que le politique, bien entendu, se ressaisisse et qu'on arrive à quelque chose de meilleur. Tant que ce sera ce que nous avons là, bien entendu, on ne pourra pas s'empêcher de vivre ça. D'accord.
Bien sûr, au nom de toute l'équipe de 237 Story, nous adressons nos sincères condoléances à toute la famille éprouvée et surtout beaucoup de courage. Alors, on va passer la parole à Joe également sur le même sujet pour clôturer enfin. Alors, Joe, on a parlé de est-ce qu'il faut une interdiction, est-ce qu'il faut recadrer, mais peut-être l'un des sujets pour fermer sur lesquels on n'a pas vraiment été, c'est la capacité aussi de ces églises à redresser, entre guillemets, certains citoyens. On a vu des gens qui peut-être étaient de bandits de grand chemin, qui ont réussi à être recadrés, entre guillemets, par les églises, à être calmés et à arrêter même leur mauvais côté qu'ils avaient pour s'adonner à quelque chose de plus plausible pour la société. Est-ce qu'on ne devrait pas simplement diriger peut-être certains des cadres de ces églises pour qu'ils aient peut-être des formations, que ce soit au niveau des formations en philosophie, que ce soit en psychologie, pour pouvoir mieux comprendre comment s'adresser aux gens et surtout comment intégrer le facteur religion dans le développement du Cameroun. J'ai envie de dire, s'il faut recadrer, s'il faut former, s'il faut encadrer, c'est qui l'interlocuteur en face? On n'a pas d'interlocuteur. Chacun se lève un matin, il crée sa religion et entre guillemets, le pape de sa religion, le pape de son église. On va se retrouver C'est avec. vrai il y en a qui sont reconnus par l'État, hein. Je crois, en termes d'église au Cameroun, il n'y en a même pas une dizaine qui sont reconnus par Oui, l'État. oui, oui. Et maintenant, il y a des églisettes, entre guillemets, qui se greffent à celles qui sont reconnues par l'État et qui vont dire tel apôtre est peut-être mon patron, mais moi, j'ai mon église à moi, comme une sorte Il y de a, il y a, chambre il y a, dans une il y a maison. une véritable indépendance. Et je veux pas dire que le redressement des populations ne passe forcément pas par la religion. Si nous, Africains, on se concentrait, ne serait-ce que sur ce que disent nos traditions et nos valeurs aussi, on n'aurait pas besoin de religion pour pouvoir se redresser. Le Brésil, aujourd'hui, c'est le pays le plus dangereux au monde et qui compte le plus d'églises. Dans la preuve que c'est pas, ça fonctionne toujours pas. Aujourd'hui, l'Église est utilisée. L'État laisse faire. L'État n'a pas envie d'encadrer et de recadrer ça parce que l'État laisse faire. C'est un facteur d'aliénation des populations. La personne dont on parlait tout à l'heure, un pasteur d'église. Et j'ai vu des choses passer quand on a commencé à porter des accusations. Au lieu de défendre proprement, les gens ont commencé à dire, malheur à vous si vous touchez un nom de Dieu, malheur à vous si vous touchez un homme de Dieu. Ben, ça sert à ça. Ça sert à ça, ça sert à aliéner des populations. On n'a qu'à voir pendant les élections, quand les élections arrivent, ces églises-là, on le vend en poupe parce qu'ils vont fabriquer des miracles, fabriquer des révélations. Dieu a dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est telle personne qui sera président. Ça aliène des populations. Parce qu'en fait, en gros, face à des églises un peu conventionnelles, qui sont souvent du côté de l'opposition des fois, l'État laisse faire ces petites églises-là aussi pour être un contrepoids par rapport. Je vais prendre le cas de l'église catholique, quand quelqu'un comme Monseigneur Cléda ou l'évêque de Yagua prennent des positions, ces petites églises vont venir derrière. Non, 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 c'est Dieu qui donne le pouvoir, machin. L'État laisse faire parce que c'est des facteurs d'aliénation. Et même s'il faut encadrer et recadrer, aujourd'hui, il y a des tests qui existent. Mais est-ce que l'État va entrer dans le fonctionnement d'une église et dire que je voudrais qu'un pasteur ait au minimum tel diplôme? Non. Puisque c'est des choses qui révèlent du mystérieux, du mystique et de la religion, de la relation personnelle. Quelqu'un va se dire, j'ai ma révélation, Dieu m'a dit de faire telle chose et ça va aligner les populations. Pour moi, il faudrait purement et simplement fermer ces églises-là et éduquer les populations. Parce que aujourd'hui, c'est le symptôme, c'est le signe que le pays est vraiment malade. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et même ils sont prêts, quand tu te noies, tu es prêt à t'accrocher un crocodile. Bon, c'est vrai que tu n'y vas pas de main morte. Tu, tu bottes un peu un coup de pied dans la fourmilière. Et peut-être qu'on va rester avec toi avec une autre question avant de passer la parole à MT encore. Bon, si justement il faudrait venir au niveau de détruire clairement les églises, est-ce que quelque part ce n'est pas aussi un manque à gagner pour l'État? Parce qu'on se rend compte que l'État camerounais depuis quelque temps a besoin d'argent. Et plutôt que de taxer un peu de partout, est-ce qu'on ne pourrait pas aller taxer directement l'argent des églises? Parce qu'il faut le rappeler, l'argent des contributions des fidèles dans les églises n'est jamais taxé. C'est bon pour comprendre la sur-richesse de certains pasteurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas taxer l'argent qui est versé chaque dimanche, chaque samedi dans les églises? Je pense que si l'État a besoin d'argent, si l'État a besoin d'être riche,
L'État sait comment créer des richesses. Il faut créer des entreprises. C'est les entreprises qui financent. On va pas aller compter sur l'argent des églises, sur lequel on n'a aucune traçabilité. Va mettre quelqu'un à l'église chaque jour pour compter la quête et lui dire que tu vas payer tel montant. C'est pas traçable. Ça reste des trucs de fonctionnement très opaques. Même l'Église catholique, qui est assez structurée, n'arriverait pas à payer les taxes parce que c'est très opaque. Ils payent aujourd'hui les taxes à travers d'autres choses, mais c'est très opaque. Pour moi, ça ne crée véritablement pas de manque à gagner à l'État. C'est pas un manque à gagner. On sait comment créer de la richesse. Il faut créer des entreprises. Il faut favoriser les conditions d'implantation des entreprises. Il faut favoriser les conditions de l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on crée des richesses. C'est pas aller fouiller dans les caisses, c'est pas aller chercher l'argent dans les dîmes qu'on s'enrichit. Donc, pour moi, et je reste sur ma position de départ, il faut réguler et réguler. Faire comme on fait au Rwanda aujourd'hui. Au Rwanda, on n'a pas toutes ces solutions, on n'a pas tous ces problèmes-là. Kagame a essayé de mettre un pied dans la fourmilière et les choses, ça fonctionne chez lui. Il n'a pas besoin d'aller chercher cet argent-là, il le trouve ailleurs. Voilà qui est techniquement dit. On va passer en dernière position, mesdames et messieurs, au sport et on parle surtout du bilan africain à la Coupe du Monde de 2026. On est déjà au deuxième tour, ce sont les qualifications pour les huitièmes de finale qui sont en cours et je peux vous rassurer, mesdames et messieurs, que pour l'Afrique, c'est mal barré. 10 équipes africaines au départ de la compétition qui est du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. Et sur les 10 équipes au second tour, les Africains sont passés quand même. Pour ceux qui pensaient que l'Afrique allait distribuer des points sur la scène mondiale, eh bien, ils se sont trompés peut-être. Sur les 9, actuellement au second tour, on a l'impression que le chiffre 86 porte préjudice aux Camerounais. Pas seulement aux Camerounais parce qu'ils supportent l'Afrique, mais également à tous les Africains. C'est le chiffre exactement qui est le nombre, je vais dire, qui crée toutes les frustrations pour les équipes africaines. 86e minute, une équipe encaisse alors qu'elle mène d'un but à 0. 86e minute, elle encaisse alors qu'elle mène de 2 buts et finalement, elle perd le match. Alors, je vais poser la première question à MT. Je suis sûr que tu es une grande sportive et que tu te caches peut-être. Qu'est-ce que tu penses en gros de toutes les différentes équipes africaines en tout cas, qui ont participé? Est-ce que tu penses que la compétition dans son ensemble, c'est une bonne chose pour nous? Est-ce qu'on y gagne quelque chose? Pas seulement au niveau de la ferveur populaire, mais au niveau de la popularité en tant que nation, la reconnaissance, je veux dire, en tant que nation de football. Est-ce que désormais on peut dire que les équipes africaines, elles sont plus fortes qu'avant? MT. Euh, Merci de me repasser la parole. Je dois avouer que je ne suis pas très fan de foot. Donc, et en plus, la plupart des matchs de la Coupe du Monde se jouent assez tard. Donc, l'énergie pour regarder les matchs. Néanmoins, je regarde certains bilans et tout, les scores, mais les retours ne sont pas très positifs. Et bon, j'entends certaines personnes dire que nous, les Africains, on doit vraiment réapprendre à jouer au football parce que c'est Mm. un sport étranger, un sport occidental. Donc, on devrait vraiment apprendre et en tant qu'élève, les surpasser, quoi. En tout cas, il y a le potentiel. Mhm. Bon, c'est pas le potentiel qui manque, mais parlons pas du football camerounais parce que le Cameroun, il n'est tout simplement pas qualifié. Bon, juste avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, MT, tu as une équipe favorite pour une équipe africaine ou bien une équipe occidentale favorite pour le titre final pour cette Coupe du Monde? C'est vrai qu'au départ, je supportais le Sénégal, mais Qui a été éliminé avec le à la dernier match, 86e ouais, minute après avoir encaissé un but d'Harry Kane. voilà, Le chiffre carrément. 86, je disais. Donc, je ne fais même plus d'efforts pour m'informer dessus si ce n'est pas important. Donc, Mhm. Je vais quand même donner une information pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne sont pas trop fans de football comme MT et qui va faire plaisir aux Africains ce soir.
l'Égypte est qualifiée pour le prochain tour. C'était après des tirs au but. Après avoir mené depuis la 13e minute, rattrapé au score à la 55e, eh bien, l'Égypte est qualifiée. Voilà une bonne nouvelle qui rejoint l'Égypte qui rejoint le Maroc, qui est l'autre pays africain qui est qualifié. En dehors de ce soir, à partir de 23 heures, il devrait avoir un duel, je vais dire, entre un loup et un tigre même, je devrais dire, et un agneau. C'est l'équipe d'Argentine, conduite par Lionel Messi, face à la vaillante équipe des requins bleus du Cap-Vert. Voilà. On va poser la prochaine question aussi à Ismaël pour qu'il puisse pour sortir du débat. Ismaël, alors, les équipes africaines, pour toi, bilan positif ou négatif? Alors, déjà, avant de répondre à cette question, déjà, je voulais déjà féliciter les équipes africaines qui ont pu se qualifier pour cette Coupe du Monde. Maintenant, bilan positif ou négatif, au regard des analyses sportives, c'est vraiment pas ça. Bilan est négatif parce que on a l'impression que les équipes africaines arrive un peu avec un peu trop de suffisance. Parce que quand vous voyez un peu les matchs comme le Sénégal, qui arrive à pouvoir mener 2-0 pendant un bon bout de temps, et puis à un moment donné, il relâche tout directement comme ça son jeu, et puis se fait rattraper, et puis voilà, dépasser par un penalty qui rend défavorable pour la qualification pour la prochaine étape. Donc, on va se dire que voilà, l'Afrique a encore du travail, c'est déjà bien. Déjà, au premier tour, on a vu le démarquage de pas mal d'entre eux. Maintenant, il y a encore du progrès à faire. Ils doivent encore suffisamment travailler, s'améliorer pour pouvoir challenger et être vraiment à la hauteur de la Coupe du Monde. Et déjà, félicitations à l'Égypte et au Maroc qui ont su quand même se démarquer par rapport aux autres. Voilà. Prochaine question aussi pour toi, Landry. Bilan positif ou bien négatif pour les équipes africaines? On en est quand même à 2 sur 9 et une troisième équipe qui joue dans quelques instants. Mais, mais Christian, vraiment, 2 sur 9, je crois qu'on dirait même pas qu'on est dans la moyenne. On dirait vraiment pas qu'on On est ne dans la vendait pas, on ne moyenne. vendait pas cher de la peau de l'Afrique, hein? Non, non, je vous démentirais et je vous dirais même le contraire. Je peux vous dire que la stature même des équipes africaines faisait déjà en sorte que, et je dirais même le niveau du championnat africain, de tous les championnats, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations ou la phase de qualification pour le mondial. C'est, c'est un, ce sont des compétitions très relevées en termes de stratégie, de tactique, de talent. Je ne comprends pas pourquoi, puisque ici, il est question de rivaliser dans le presse avec les niveaux d'ailleurs. Je dirais que s'il faut faire une comparaison directe, je pourrais faire une comparaison directe entre le niveau africain et le niveau sud-américain. Et je voudrais savoir que les équipes africaines euh, sont un cran au-dessus par rapport au niveau américain. Bon, maintenant, le niveau européen a un avantage de plus, c'est que il se pratique sur des infrastructures qui sont de très bonne qualité. Donc, et aussi, il y a un suivi qui est vraiment aussi de très bonne qualité. Donc, du coup, ça donne un potentiel largement au-delà de ce qui se fait en Afrique, d'accord. Mais là-dessus, euh, sur la base de l'engagement, de la détermination, puisque le niveau européen, le football européen, il se joue beaucoup plus sur la base de la tactique et du talent. Bon, maintenant, ajouter la tactique, le talent et à la détermination africaine, vous voyez on a de quoi faire de bons résultats. Mais de là, à ce que j'ai perçu, ce que j'ai vu tout au long de cette Coupe du Monde jusqu'à présent, puisque j'ai suivi les prestations des équipes africaines de bout en bout et je peux vous dire que déjà que vous avez donné le quota tout à l'heure à 2 sur 9, moi je suis tout au-dessus. Et je peux même vous dire que à 2 sur 9, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Moi, je me donnais plus
une moyenne de peut-être 5 sur 9 à l'heure actuelle euh, pour les équipes africaines. Donc, vous comprenez que déjà au niveau vous avez vu avec le Sénégal, vous avez vu avec la Côte d'Ivoire, son dernier match, ça, c'est presque le même format. On met nos scores et puis on se fait rattraper. Et puis le dernier match, on est mené au score, on réussit à fournir des efforts, on rattrape le score. Bon, maintenant, il faut passer à une vitesse, il faut passer à un effort supplémentaire pour passer, pour prendre le match à son encontre et puis dominer et prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire. C'est là où on décide de relâcher la pression. Et quand vous relâchez la pression, vous trouvez que il y a l'équipe adverse qui vient d'encaisser un but, qui est remonté à bloc, et puis maintenant, elle fait le jeu, et puis elle prend le score à son avantage. Non. Et jusqu'ici, vous allez vous rendre compte que la majorité des équipes africaines qui ont été éliminées ont souffert de ce que je viens de décrire là. Un relâchement du pressing, du rythme de jeu, un relâchement inexplicable. Je dis bien inexplicable d'ailleurs, puisqu'on ne peut pas comprendre que nous sommes en train de jouer un match de Coupe du Monde. Je suivais un commentaire d'un joueur français, en l'occurrence. Oui, pour chuter Landry. Oui, pour chuter. Je dis, je suivais le commentaire d'un joueur français où il disait que la Coupe du Monde, ce n'est pas la finale qu'on gagne. C'est chaque match qui est la Coupe du Monde. Quand quand vous jouez un match de Coupe du Monde, c'est votre finale à l'instant que vous jouez. Alors, vous ne pouvez donc pas comprendre que les équipes africaines font des tendances de relâchement de pression, des tendances de rabais de régime au moment où il faut accélérer dans le rythme et essayer de gagner le match. Bon, maintenant, je dis bravo à toutes celles qui sont passées. Et puis, moi, je suis plutôt très heureux de voir la prestation du Cap-Vert pour le moment. Ça me fait sourire parce que je n'ai pas. Et déjà il faut noter que c'est le Cap-Vert qui élimine le Cameroun. Donc, je suis plutôt agréablement surpris de la prestation que le Cap-Vert est en train de nous offrir ces derniers temps. Pour moi, vraiment, D'accord. le match qu'ils joueront prochainement, ce sera un match décisif, mais je peux être dubitatif et croire qu'ils peuvent faire un bon résultat, mais en cas de mauvais résultat, je n'ai vraiment pas quelque chose à leur reprocher parce que D'accord, Landry. et vraiment, que la suite, j'espère qu'une équipe africaine pourra atteindre au moins le dernier carré. On espère en tout cas, et c'était déjà le cas lors de la dernière édition avec le Maroc, quand il sortait encore le Portugal en quart de finale. Je sais qu'il va sans doute dire que là, je passe la parole à Kemoum, il va sans doute dire que bon, c'est pareil au même, ça ne sert à rien la Coupe du Monde, mais je vais lui passer la parole quand même. Alors, on va passer la parole alors à Joe pour terminer, hein, le temps pour nous de conclure l'émission. Alors, Joe, comme je le demandais tout à l'heure, mention honorable ou bien tout simplement notre copie à revoir pour ce qui est de la participation des équipes africaines. Bon, je commencerai déjà par féliciter ceux qui ont représenté valablement le continent. Au premier tour, avoir 9 sur 10, c'était déjà énorme. Mais maintenant, je veux dire, la sélection se fait toute seule. C'est pour dire que le hasard, il n'y a pas de hasard. C'est le travail qui paye. Les seules sélections Mhm. qui sont passées sont celles qui investissent vraiment dans le Qui travail, ont vraiment travaillé. qui investissent dans le football et qui travaillent. Et même le Maroc, aujourd'hui, si elle arrive à présenter une bonne équipe, c'est parce que sur les 23 Marocains, les 11 titulaires sont pratiquement nés à l'étranger et ont profité de la formation à l'étranger. Donc, il faut que nos États se mettent au travail. Que ce ne soit pas seulement au niveau du foot, mais c'est un peu à l'image de nos États. Il faut que nos États se mettent au travail. Quand je prends le cas du Sénégal, ils sont allés à la Coupe du Monde avec des problèmes et pourtant c'était une belle sélection sur du papier. Ils sont allés à la Coupe du Monde Mhm. avec tellement de problèmes. L'entraîneur qui n'arrivait pas à avoir un vidéaste, qui n'arrivait pas à avoir un chef cuisinier, mais il faut voir la délégation avec les différents membres de la délégation, avec leurs familles et leurs copines qui sont retrouvés
aux États-Unis pour en profiter un peu de l'argent du contribuable. C'est le mal du football africain. On disait Quand, qu'ils se quand- sont camerounisés du côté du Sénégal bah alors qu'ils oui, étaient super en oui, avance. On a eu un peu voilà. l'esprit camerounais à un moment. Non, c'est pour dire que c'est un mal qui est un peu partout dans le football africain. Il faut qu'on arrive à se professionnaliser et à investir dans les infrastructures et à la formation. Et tant qu'on Mhm. n'a pas compris ça, on ira toujours et on dira l'essentiel, c'est de participer. Mais non, les autres, ils vont pour gagner. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas non? C'est la grande question hein, qu'on devrait se poser dans chacune des fédérations africaines de football. J'ai envie de dire aussi à nous ici sur le plateau, c'est pourquoi pas vous qui êtes à la maison, pourquoi pas vous comme prochain panéliste. Mesdames et messieurs, vous connaissez désormais, vous pouvez commenter sur Deezer, sur Spotify, sur Facebook et même sur notre plateforme, c'est www.237story.net. Tout simplement, vous nous donnez votre position, ce que vous pensez. Et si vous voulez assister au débat, venez, on vous attend. C'est tout le monde qui est la bienvenue ici. Merci déjà à ceux qui ont accepté l'invitation et qui étaient présents ce jour. J'ai envie de dire merci à Joe, merci à Ismaël, merci également à Kémoun, merci à Landry et spécial merci à MT qui nous a gratifié de sa voix. On dit merci aussi à la toute première qui était au début de l'émission, c'est Colby Medium qui nous parlait du Grand Prix francophilie des médias. Mesdames et messieurs, ce soir, 237 Story vous a servi au programme en politique. La guerre de succession, est-ce qu'elle se joue déjà au sommet du gouvernement et enfin en société et religion? Les églises dites de réveil doivent-elles être encadrées ou recadrées? Et enfin, on parlait tout à l'heure du sport-football, du bilan à mi-parcours des équipes africaines à la Coupe du Monde. Rendez-vous dans exactement 2 semaines. Ce sera l'occasion pour vous de revenir sur un autre sujet et surtout pour vous de commenter et de nous donner vos idées. Mesdames et messieurs, bye bye et à bientôt.